À l'été 1917, les agents fédéraux ratissent les campagnes, à la recherche de nouveaux conscrits pour le front. Dans des centaines de villages au Québec, les habitants tentent d'échapper à la rafle. On va à messe, puis le curé annonce qu'il passait un homme pour envoyer tous les jeunes mariés, pas d'enfants. Là, j'ai dit à mon mari, on est allé chez ton frère l'autre jour. Il y avait une gang d'enfants. Peut-être ma belle-sœur me prêtera un petit. Les enfants se sont tous mis à pleurer. Puis ma belle-sœur, puis moi avec, on pleurait toutes. Mais ma belle-sœur a commencé à faire comprendre aux enfants, si vous laissez pas le petit bébé, mon oncle Jules va aller à la guerre. Il va se faire tuer, puis on le reverra plus jamais. Anna Lachapelle fait tout ce qu'elle peut pour que son mari n'aille pas à la guerre. Le Canada s'est engagé à fournir une armée d'1 demi-million d'hommes. Mais les soldats sont fauchés plus vite qu'on ne peut les remplacer. Le premier ministre Borden a promis que seuls les volontaires iraient dans les tranchées. Mais quand il va en Europe et rend visite aux soldats canadiens dans les hôpitaux anglais, il brise sa promesse. Tenir son engagement envers ses soldats et les Alliés est pour lui une question d'honneur. Si les survivants de ces 400 000 hommes reviennent au Canada avec la conscience d'avoir été trahis, d'avoir été abandonnés, quelle réponse leur ferons-nous quand ils nous en demanderont compte? La conscription fait l'effet d'une bombe au Québec. La tension entre Anglais et Français est déjà grande. Les Canadiens français sont furieux contre l'Ontario, qui a restreint l'enseignement de leur langue dans les écoles. Ils ne sont pas d'humeur à aller se battre pour l'Angleterre. Si on nous demande d'aller nous battre pour l'Angleterre, nous répondrons qu'on nous rende nos écoles. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchézy, lance cet avertissement au premier ministre Borden. Ne croyez-vous pas vraiment que, étant donné notre population, nous avons fait largement notre part? L'excitation est grande dans le peuple. Dans la province du Québec, on pourra s'attendre à des soulèvements déplorables. Est-ce qu'on n'ira pas jusqu'à l'effusion de sang? Mon cher archevêque Bruchézy, j'ai eu le grand privilège de regarder dans les yeux de dizaines de milliers d'hommes au front, qui attendent de nous un effort qui servira le grand dessein pour lequel ils se sont sacrifiés. Personne, plus que moi, ne mesure la gravité et l'importance de la décision que j'ai prise. Henri Bourassa est fermement opposé à la conscription, malgré les sarcasmes des chroniqueurs de l'Ontario qui l'appellent « Herr Bourassa ». Vous avez le devoir, comme Canadien et comme sujet britannique, de faire tout ce qui est légitimement possible pour que le bill de conscription ne soit pas voté. Votre premier devoir, comme Canadien, que vous soyez de sang français ou anglais, que vous soyez catholique ou protestant, c'est de sauver le Canada de la ruine et du suicide. Sir Wilfrid Laurier, maintenant chef de l'opposition, est aussi convaincu que la conscription va déchirer le pays. N'est-il pas vrai que la principale raison invoquée pour imposer la conscription, pas ouvertement mais privément à voix basse, c'est que le Québec doit être forcé de faire sa part et les Canadiens français forcés de s'enrôler puisqu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Le débat est passionné, et pas seulement au Canada français. Au Canada anglais, beaucoup d'ouvriers, de fermiers et d'immigrants d'origine autre que britannique s'opposent aussi à la conscription. Le révérend J.S. Woodsworth, un réformiste et pacifiste de Winnipeg, est un des rares Canadiens anglais à se prononcer ouvertement contre la conscription. Je ne suis pas pro-allemand, je ne suis ni un fainéant,
ni un lâche. Je croyais que comme ministre chrétien, j'étais un messager du prince de la paix. Le christianisme est peut-être une utopie, mais tant que j'en suis le représentant, même indigne, je dois refuser d'inciter les autres à participer à cette guerre. Le député manitobain Fred Dixon est victime de diffamation et même battu pour avoir pris position contre la conscription. Si je dois répandre mon sang, je préfère le faire ici, où je sais que ce sera pour la liberté. Malgré l'opposition, en août 1917, le service militaire devient obligatoire pour les hommes célibataires de 20 à 45 ans. Tout l'été, on manifeste contre la conscription au Québec. Chaque soir, des milliers de gens protestent dans les rues de Montréal. Jours se sont écoulés depuis qu'Anna Lachapelle a emprunté le bébé à sa belle-sœur. J'ai dit à mon mari, « Regarde, il y a un homme qui s'en vient ici. » Mon mari me dit, « Sois bien calme. Barce la petite, fais pas voir de rien. » Mon mari ouvre la porte. « Bonsoir, monsieur. » Il donne une chaise. Il passe tout droit. Vous avez donc un beau petit bébé, vous pouvez pas l'argner. Il a parlé un petit peu, puis il dit, je vais continuer mon chemin. L'eau me coula dans le dos, j'en pouvais plus. À Ottawa, la conscription sape le Parti libéral. Laurier, qui a travaillé toute sa vie à la bonne entente entre Français et Anglais, assiste à la défection de la plupart de ses députés anglais, qui forment un gouvernement de coalition avec Borden. Le vieil homme est anéanti. Je me trouve séparé de collègues qui me sont aussi chers que des frères. J'obéis à ma conscience. Ils obéissent à la leur. Mais cette situation indique que nous sommes en présence d'une scission qui, si elle n'est pas enrayée, peut bouleverser le pays de fond en comble. En octobre 1917, Borden déclenche des élections. Elle porte sur une seule question, la conscription. Notre premier devoir est de gagner. Et nous devons tout faire pour cela. Les conservateurs font campagne contre le Québec, qu'ils présentent comme la tâche honteuse sur le Canada. Les Canadiens français sont dépeints comme des fainéants et des lâches. Et Wilfrid Laurier comme un traître. Pour être sûr de gagner, Borden fait adopter une loi draconienne, la loi sur les élections en temps de guerre. Cette loi enlève le droit de vote à tous les citoyens arrivés d'un pays ennemi depuis moins de 15 ans. D'autres citoyens, par contre, obtiennent le droit de vote pour la première fois. Les femmes qui ont un mari, un fils ou un frère au front. Borden est sûr qu'elles voteront pour lui. Le gouvernement d'union gagne facilement les élections. Mais Borden n'est pas au bout de ses peines. 90% des conscrits demandent une exemption. Même chez les Canadiens anglais qui ont voté si massivement pour la conscription. Borden réagit en annulant toutes les exemptions en avril 1918. C'est à Québec que les craintes de Monseigneur Bruchézy se réalisent. Tout débute le jeudi saint, quand un jeune homme est arrêté dans une salle de quilles parce qu'il n'a pas ses papiers d'enregistrement sur lui. La foule se rassemble et la violence éclate.
La femme du chanoine Scott, Amy, vit à Québec. Ils ont saccagé le bureau du registraire dans l'immeuble de l'auditorium pour chercher les papiers et les brûler. Puis, ils se sont attaqués au bureau des journaux du gouvernement, l'Événement et The Chronicle. Ils ont tout démoli. Après 4 jours d'émeute, des soldats de l'Ontario et de l'Ouest interviennent. Le soir du lundi de Pâques 1918, l'affrontement a lieu. Amy Scott écrit à son mari. Tu ne peux pas savoir comment on se sent quand on entend le crépitement des mitraillettes, les hurlements de la foule enragée, et qu'on pense que tout près de nous, il y a des combats et un bain de sang. Une douzaine de citoyens sont blessés. 4 autres sans armes sont tués. Honoré Bergeron, un menuisier de 49 ans et père de 6 enfants. Alexandre Bussière, un mécanicien de 25 ans. Joseph-Édouard Tremblay, un étudiant de 23 ans. Et Georges Desmeules, qui venait d'avoir 14 ans. L'armée a tiré. On s'en allait à 4 pattes par terre. Le petit Desmeules est parti. Puis c'est en traversant l'autre bord de la rue qu'il s'est fait pogner par les balles. Quand on est arrivé le lendemain matin, il y avait encore un gros paquet de chair après la clôture où le petit Desmeules avait été pincé. Un an plus tard, Sir Wilfrid Laurier est enterré à Ottawa. Les conscrits canadiens ont contribué à mettre fin à la guerre. Mais le rêve de Laurier d'unifier les Anglais et les Français a été brisé. Le pays n'a jamais été aussi divisé depuis la pendaison de Louis Riel. Laurier laisse ce testament désespéré à ceux qui doivent choisir son successeur. Ne choisissez pas un Canadien français. La situation d'un premier ministre canadien français est impossible et il ne peut rien faire pour les siens.